renvoie à toutes les questions qui ont cette même orientation. Et quand je dis toutes les questions qui ont cette même orientation, c'est les questions relatives à faire de l'État une nécessité. C'est les questions relatives à faire de l'État une chose utile pour la société, en ce sens où les hommes ne peuvent pas vivre en paix, en harmonie, sans la présence de l'État. Maintenant, on pose la question de savoir si cet État-là peut être juste. Qu'est-ce qu'un État juste d'abord? Un État est juste s'il n'est pas un État partial. Et donc, un État est juste s'il est un État impartial. Un État est juste s'il établit l'égalité entre les citoyens. Donc, un État est juste s'il n'est pas un État inégalitaire. Un État est juste s'il traite tous les citoyens de la même manière. Et donc, un État n'est pas juste s'il instaure ce qu'on appelle la loi du plus fort. Un État est juste s'il instaure l'égalité et la démocratie. Et donc, un État injuste, c'est un État tyrannique. Et donc, le sujet suivant est à l'aune de tous les sujets qui montrent que l'État est un mal. Quand je dis ce sujet suivant est à l'aune, veut dire à l'opposé de tous les sujets qui font de l'État un mal, ce sujet fait de l'État une nécessité. Maintenant, qu'est-ce qu'un État juste? C'est un État qui crée les conditions de la sécurité. Qu'est-ce qu'un État juste? C'est un État qui crée les conditions de la liberté. Oui, quand un État est juste, c'est parce que dans cet État, les hommes se sentent en sécurité, les hommes se sentent libres et les hommes se sentent épanouis. Et partant de là, on a trois arguments à partir desquels on va démontrer la nécessité de l'État. L'idée selon laquelle les hommes ne peuvent pas aller sans un État, car c'est l'État qui crée les conditions d'existence favorables. Et donc c'est ce qu'il faut retenir à travers les penseurs comme Jean-Jacques Rousseau, comme Thomas Hobbes, comme John Locke, comme Spinoza, qui sont les centres même de cette philosophie selon laquelle les hommes ont toujours besoin d'un État. L'État revêt une importance capitale. Et c'est pour cette raison qu'ils ont développé ce qu'on appelle des théories du contrat social, de John Locke à Hobbes passant par Rousseau. Tous ces trois penseurs ont démontré la nécessité d'un État, le pourquoi les hommes doivent-ils établir un État. Et à cette question, pourquoi les hommes doivent-ils établir un État, on se rappelle tout simplement d'une histoire, je dirais, utopiste, ou bien d'une histoire illusoire, ou bien d'une histoire sur la base d'une hypothèse. Pourquoi hypothèse? Parce que l'état de nature n'est pas une réalité palpable, c'est juste une fiction de départ. De cette fiction, on retient depuis Thomas Hobbes que l'état est nécessaire parce que avant l'état, les hommes étaient dans un état d'insécurité. Et donc l'état est nécessaire car dès sa présence, il met en place des lois. Et les lois sont synonymes nécessairement de respect. Et là où il y a respect des lois, les hommes vont arrêter de se faire du mal. Et donc va apparaître dans ce milieu ce qu'on pourrait appeler la sécurité. Donc il s'agira juste de faire une étude de logique pour montrer que c'est l'État qui établit des lois. Et par la force des lois, les lois créent les conditions de la sécurité. Et ça, c'est la pensée de Thomas Hobbes. Maintenant, il ne faut pas faire une confusion entre un État qui crée la sécurité et un État qui crée la liberté pour opposer Hobbes et Rousseau. Hobbes et Rousseau, ils ne sont pas entièrement opposés, ils sont en quelque sorte dans la même logique, sauf qu'ils défendent des thèses qui ne vont pas dans la même orientation. Pourquoi? Parce que Hobbes, il nous parle d'un homme qui est méchant, mais Rousseau, il nous parle d'un homme qui est bon. Mais dans leur conception, l'objectif toujours est de parvenir à un État qui crée au-delà de la sécurité, la liberté. Et donc, un État est juste en argument 1 lorsqu'il crée les conditions de la sécurité. Un État est juste argument 2 lorsqu'il crée les conditions de la liberté. Un État est juste argument 3 lorsqu'il crée les conditions de l'harmonie et de la paix sociale. Et ce sont les trois arguments majeurs qu'il s'agira de retenir pour traiter n'importe quel sujet qui traite de l'État dans son aspect positif. Et l'idée selon laquelle l'État est positif, l'État est utile, l'État est important a été développé d'abord par Thomas Hobbes, le premier penseur dans son pacte social, dans son ouvrage intitulé Le Léviathan. C'est dans le Léviathan de Thomas Hobbes
qu'on a compris que les hommes ne peuvent pas partir ou aller sans un État, parce que tout simplement dans ce Léviathan, il a montré que l'État doit revêtir une puissance absolue, à partir de laquelle puissance il parviendra l'État à s'imposer sur toute la population. Mais l'État ne s'impose pas tout simplement pour une question de domination, mais l'État s'impose pour faire peur. Et quand l'État fait peur, tout le monde va craindre l'État au point de ne plus faire du mal à son semblable. Et en cela, donc, la présence de l'État va être synonyme de sécurité. Et donc, un penseur ne peut pas dire que l'État crée la sécurité et qu'on considère que sa conception est négative. Parce que si vous opposez Hobbes à Rousseau, c'est comme si vous pensez que la conception de Rousseau sur l'État est une conception positive et la conception de Hobbes est une conception négative. Tel n'est pas le cas. Hobbes, il parle d'un État qui crée les conditions de la sécurité. Rousseau, il parle d'un État qui crée les conditions de la liberté. C'est cette différence qu'il faut noter dans leur pensée. Maintenant, pourquoi faut-il la sécurité? C'est parce que d'après Hobbes, l'homme vivait dans l'insécurité. La seule solution pour sortir de cette insécurité, c'est de faire disparaître la liberté naturelle. Et qu'est-ce que la liberté naturelle chez Hobbes? C'est le pouvoir de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et vous avez appris en français élémentaire que trop de liberté tue la liberté. Si trop de liberté tue la liberté, il faut nécessairement convertir, transformer, modifier cette liberté naturelle en liberté civile. Et si la liberté naturelle signifiait le pouvoir de faire tout ce que j'ai envie de faire, dès que j'entre dans un État, cette liberté va être encadrée, va être circonscrite par des lois, lesquelles lois m'interdiraient forcément de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et en ce moment, j'aurai une autre liberté qui signifie quoi? Le pouvoir et la possibilité d'aller et de revenir et de dire ce que je pense sans ressentir une contrainte venant de quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, je ne parle plus de l'État, mais d'une personne ou d'une tierce personne. Parce que dans l'état de nature, Hobbes se dit quoi? Il s'est inspiré de la pensée de Freud. Freud dit dans sa pensée que dans l'état de nature, les hommes en sortant de chez eux, ils fermaient leur maison à clé. Et ils mettaient les clés dans leur poche parce qu'ils savent qu'en sortant de chez eux, c'est pas sûr de revenir et leur maison peut être saccagée. Tellement qu'il y avait une guerre naturelle et perpétuelle entre les hommes. Et donc pour faire disparaître cette guerre, il faut établir une autorité qui va faire disparaître la crainte qui existait entre les hommes. Et cette autorité donc, elle doit être puissante, elle doit être forte. Ainsi dit Hobbes, sans le glaive, les pactes établis dans une société vont rester des mots. Sans le glaive, les pactes établis vont rester des mots. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'homme étant naturellement égoïste et hypocrite, il ne vise que son intérêt personnel. Pour lui faire sortir de cette situation, il faut lui imposer des lois. Donc on impose à l'homme des lois uniquement dans l'objectif de le pousser à arrêter de faire du mal à son semblable. Et si les hommes cessent de se faire du mal, ils vont vivre dans ce qu'on appelle la sécurité. Est-ce que vous comprenez? Donc est-ce que la conception de Hobbes est une conception négative? Non, elle est une conception positive. Elle traduit réellement la raison principale pour laquelle l'homme est entré dans l'État. C'est pour cela que quand on vous demande la question quelle est la mission principale de l'État, il s'agira de dire que la mission principale de l'État est une mission régalienne. Mais quand on dit mission régalienne, ça signifie quoi régalienne? Dans régalienne, on a régulation. Par mission régalienne, on entend le maintien de l'ordre et de la sécurité. Et seul l'État peut parvenir à maintenir l'ordre et la sécurité en partant d'abord des lois et à côté des lois en établissant des sanctions. C'est donc à cause des lois et des sanctions que l'État parvient à maintenir ce qu'on appelle l'ordre et la sécurité. Et quand l'homme vit dans un ordre et dans une sécurité, il n'est pas libre. Il est libre. Par conséquent, pour parvenir à la liberté, il faut d'abord avoir la sécurité. Pourquoi? Parce que dans l'état de nature, il y avait trop de liberté. C'est pour cela que nous n'avons pas de sécurité. Il faut donc encadrer cette liberté pour que l'on puisse avoir cette liberté naturelle pour que l'on puisse avoir la sécurité. Maintenant, à côté de Hobbes, on a la pensée de Rousseau. Rousseau aussi dira que l'État est nécessaire pour deux raisons, selon Rousseau. L'État est nécessaire pour deux raisons. La principale raison, c'est le fait que dans l'état de nature, l'homme était un innocent. Je n'ai pas dit l'homme était un ignorant, mais un innocent. Rousseau dit quoi? L'homme est le bon sauvage innocent. Qu'est-ce que le bon sauvage innocent? Un innocent, c'est quelqu'un qui ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Et attention, quand on ne distingue pas le bien et le mal, on peut faire le mal sans
sans le savoir. Et puisque l'homme était un innocent, il lui faut donc quitter cet état d'innocence pour entrer dans un état de pleine conscience. Et cette pleine conscience, l'homme ne peut l'avoir que lorsqu'il est dans une société. Première raison. Et donc jusque-là, Rousseau n'a pas montré un homme méchant. Il n'a pas montré un homme qui vivait dans la guerre. Mais la deuxième raison, qui est aussi une raison essentielle, c'est le fait que dans l'état de nature, nous dit Hobbes, il existait ce qu'on appelle des catastrophes naturelles. Et à cause des catastrophes naturelles, les hommes ont compris que s'ils continuent de vivre ainsi, ils vont tous mourir. Pourquoi? Parce que dans l'état de nature, l'homme vivait dans l'isolement. Et dans un état d'isolement, nécessairement, si votre maison est inondée, vous êtes seul, vous n'aurez pas la solution. Mais si vous vivez avec une communauté, si quelqu'un a sa maison inondée, c'est la communauté qui viendra tout simplement l'assister. Ainsi dit-il dans le chapitre 8 du contrat social. Vous vous rappelez, essayons de trouver une sorte, chapitre 6, essayons de trouver une sorte d'association qui défende et protège de toute la force commune, la personne et les biens de cette asso. Et par laquelle association, écoutez ce qu'il dit. Chacun de nous, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Auparavant veut dire quoi? Dans l'état de nature, l'homme était libre. Quand il entre en société, il doit continuer à être libre. Donc l'État n'est pas là aussi pour enfreindre notre liberté, mais c'est Rousseau, l'État est là pour entretenir cette liberté naturelle qu'on a. Mais dans cet entretien de cette liberté naturelle, l'État assigne ce qu'on appelle une marge de manœuvre. L'État nous dit, oui, vous avez le droit de faire ceci, mais attention, vous faites certaines choses, les lois sont là. Donc l'état de Rousseau n'est pas un état contraignant qui fait peur et qui nous pousse à l'obéissance. L'état de Rousseau, je dirais, est un état providentiel. Qu'est-ce qu'un état providentiel? Un état paradisiaque. Un état dans lequel l'homme est libre de faire tout ce qu'il a envie de faire, mais quelles que soient les conséquences, il va assumer les responsabilités. Or, c'est autre. Dès que l'homme enfreint à la loi, la sanction, elle est là. C'est Rousseau, l'état te dit, voici les lois, voici les sanctions, voici ta marge de manœuvre. Qui est libre de respecter la loi, qui est libre de désobéir à la loi. Mais il dit quoi? L'homme est né libre, mais partout il est dans des... Autrement dit, tant que l'homme respecte les lois, il reste entièrement libre, il ne sentira même pas l'existence de l'État. Or, c'est autre. Il faut que l'homme sente l'existence de l'État pour qu'il respecte les lois. C'est ça la différence. Il faut que l'État fasse peur, c'est Hobbes, pour que l'on respecte les lois. Mais c'est Rousseau, l'État n'a pas besoin de faire peur. Pourquoi? Parce que le plus fort n'est jamais assez fort pour rester toujours le maître. S'il ne transforme pas la force qu'on lui a donnée en droit et l'obéissance en devoir, donc l'État n'est pas là pour imposer une loi. L'État est tout simplement là pour dire aux populations, observez les lois dans votre intérêt propre. Et en cela, tout le monde va respecter les lois. Et toute personne qui désobéit à la loi va perdre sa liberté. Mais pourquoi ne dit-on pas aussi que Rousseau dit la même chose qu'Hobbes? Et pourtant, dans sa profondeur, il dit la même chose qu'Hobbes. Pourquoi? Parce qu'il dit, il n'y a point de liberté sans... Mais s'il dit il n'y a point de liberté sans loi, il veut dire par là quoi? Qu'il faut nécessairement une loi qui fait aussi peur pour que les hommes puissent avoir la liberté. Et les hommes, c'est par le respect des lois qu'ils auront la liberté. Ainsi dit-il, l'obéissance à la loi. Conseil prescrit et liberté. Moi je dis donc, la désobéissance à la loi conseil prescrit et privation de liberté. Par conséquent, l'homme ne perd sa liberté que lorsqu'il désobéit. Et c'est aussi l'homme perd sa liberté quand? Lorsqu'il désobéit. Par conséquent, toutes ces deux pensées sont identiques, sauf que Rousseau s'est appesanti sur la question de la liberté, mais Hobbes sur la question de la sécurité. Est-ce que vous comprenez la distinction? Donc, quand vous n'avez pas donc le droit de traiter un sujet de dissertation sur l'État et opposer Rousseau et Hobbes, non, vous les mettez toujours dans la même partie. Quel que soit le sujet sur l'État, si vous devez parler de Hobbes et Rousseau, vous les mettez dans la même partie, parce que Hobbes est de ceux qui pensent que l'État est nécessaire, Rousseau est de ceux qui pensent que l'État est nécessaire. C'est Hobbes, l'État est nécessaire parce qu'il garantit la sécurité. C'est Rousseau, l'État est nécessaire parce qu'il garantit la liberté et l'épanouissement. C'est cette distinction qu'il faut établir. Est-ce que c'est clair? Maintenant, notre sujet nous dit, l'État peut-il être juste? Qu'est-ce qu'un État juste? Je l'ai dit, c'est un État démocratique. Qu'est-ce qu'un État juste? Un État égalitaire. Qu'est-ce qu'un État? C'est un État qui établit l'égalité. Qu'est-ce qu'un État? C'est un État de droit. Tant qu'un État est un État de droit, un État démocratique ou un État égalitaire, cet État est un État juste. Et on a besoin d'un État juste. Qu'est-ce qu'un État juste? Comme un État qui nous garantit la sécurité.
mais aussi la liberté. Mais quand on dit ici liberté et sécurité, on fait allusion à une liberté qui apparaît, c'est tout le monde de la même manière. Mais imaginez dans certains États comme le nôtre, on voit que certaines personnes ont une liberté entière de faire tout ce qu'elles ont envie de faire, mais à côté d'autres citoyens n'ont pas cette liberté. Est-ce que cela un État juste? Et c'est ce qui va nous permettre de faire une antithèse. Bien que l'État doit être juste dans la thèse, antithèse, il y a certains États qui ne sont pas entièrement justes. Pourquoi? Parce que c'est des États qui établissent ce qu'on appelle des inégalités sociales, anti. C'est des États qui sont menaçantes, anti. C'est des États qui réduisent ou qui restreignent les libertés individuelles. 3 arguments, antithèse. Quand un État crée des inégalités sociales, c'est un argument. Quand un État est une menace, c'est un argument. Quand un État réduit les libertés individuelles, c'est un argument. On a 3 arguments pour développer l'injustice de l'État ou bien l'impossibilité pour un État d'être entièrement juste. Et c'est les 3 idées qu'on va développer. Là, donc, je viens développer 6 arguments. 3 arguments pour une thèse et 3 arguments pour une antithèse. Maintenant, on va essayer de prendre ces arguments vite fait en quelques... Ce n'est pas possible. On ne va pas tout prendre, mais juste les points saillants de l'argument. On vous a appris qu'un paragraphe est constitué de 3 éléments si possibles. L'idée, l'explication, l'illustration. Maintenant, vous n'êtes pas obligé à tout point de vue de faire une illustration, mais l'idée quand même, elle doit apparaître. L'explication, elle doit apparaître. Donc, je vais essayer de vous donner en tout cas des idées saillantes pour chacune de ces parties en argument 1, 2, 3, et ainsi de suite. On va boucler sur l'état. N'est-ce pas? Vous avez compris? Qui a dit non?